Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans cette masterclass qui s'intitule Comment préparer son équipe à fonctionner en mode crise. Donc, je vais commencer par présenter Mathieu Langlois, qui nous a fait le plaisir d'être là et qui va venir animer cette masterclass. Donc, pour ne rien oublier, j'ai ma petite fiche. Donc, Mathieu Langlois, c'est un médecin anesthésiste de formation, médecin en chef de l'équipe du RAID, conférencier et auteur du livre Médecin au RAID, vivre en état d'urgence, et récemment, ou peut-être pas récemment, fondateur de l'entreprise Hot Zone Rescue Consulting. Donc juste avant de commencer cette masterclass, pour un petit peu d'éléments de contexte, donc moi je m'appelle Fanny Bourdigal, je suis au sein de BPI France Lab, pardon. Donc BPI France Lab, c'est une entité de BPI France qui a pour mission de, on va dire, provoquer ou stimuler la réflexion des dirigeants de PME et d'ETI. Et donc en fait, l'année dernière, au moment du premier confinement, il nous a paru important en fait de savoir comment réagissaient les dirigeants. Vu qu'on venait de couper l'économie, c'était quelque chose d'assez inédit depuis l'histoire de l'économie, je pense. Et donc en fait, on voulait savoir comment ils réagissaient, quel comportement ils avaient et aussi quels leviers ils étaient en train d'activer quelque part pour faire preuve de résilience. Donc dans notre étude, en fait, on a pu démontrer qu'une part importante de cette résilience, c'est en fait les équipes sur lesquelles les dirigeants ont pu s'appuyer. Et en fait, on a voulu savoir s'il y avait un moyen de préparer les équipes à la crise, puisque la crise, par essence, en fait, est quelque chose qui arrive sans prévenir. On ne sait pas vraiment quelle forme elle va avoir non plus. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait peut-être juste préparer les équipes à pouvoir agir en mode crise. Et donc, du coup, là, je vais laisser la parole à Mathieu. Merci beaucoup, Fanny. Tu as en effet bien lancé le sujet. Ce qui moi, va essayer d'être important sur cette masterclass, c'est à travers mon expérience de pilotage de crise, de justement t'expliquer comment on manage des équipes face à des situations qui sont pour le moins difficiles, complexes, incertaines. Et à force de me rapprocher de l'entreprise, j'ai compris que, et le Covid l'a bien montré, que finalement les dirigeants, les CODIR ou les DRH étaient aussi soumis aux mêmes difficultés quand ils traversaient des périodes complexes et il fallait absolument garder le cap. Et donc je vais essayer, alors je ne suis pas un dirigeant d'entreprise, tout jeune dirigeant d'entreprise, mais je vais essayer de faire un parallèle entre ce que j'ai vécu en tant que médecin, à la fois dans des univers très médicaux de secours, que ce soit en SAMU, chez les pompiers ou à l'hôpital, et évidemment au RAID, alors je regarde plus la caméra, et évidemment au RAID où notre rôle est justement d'intervenir quand on est vraiment confronté à la crise. On nous appelle pour des forcenés, des preneurs d'otages ou des problèmes de terrorisme, quand c'est déjà, on va dire que le cadre a déjà explosé. Donc je vais commencer déjà, la problématique, on l'a un peu dit ensemble, c'est que, alors jusqu'à aujourd'hui, on parlait beaucoup de gestion de crise, tu l'as dit je crois. Et pour moi, et je ne suis pas le seul à penser ça, le terme gestion de crise est antinomique. C'est-à-dire que soit on parle réellement de crise, et dans ce cas-là, c'est impossible de parler de gestion. Et au mieux, on arrive à piloter des équipes, et on va voir en effet que la préparation est très importante. Mais le terme déjà de gestion de crise, pour moi, est impropre, et il définit soit mal ce qu'il faut mettre en place sur le plan organisationnel et humain, soit mal ce qu'est la crise. Et maintenant, si tu écoutes, alors je ne vais pas citer, mais BFM, il y a un bandeau alerte info en permanence, et en fait, finalement, on a l'impression qu'on est en permanence en mode crise. Or, une entreprise, elle doit fonctionner aussi avec un cadre. La crise, il faut savoir la traverser, mais le but, c'est quand même d'être dans un cadre pour pouvoir être performant et pour pouvoir avoir des objectifs qu'on peut atteindre. Et tout l'intérêt, c'est de bien gérer les périodes plus délicates qui sont donc ce qu'on appelle les périodes hors cadre. Donc, si on peut déjà ne plus parler de gestion de crise, ça me paraît être une étape essentielle. Et on va essayer de voir ensemble comment, en tout cas moi, par mon expérience, les choses auxquelles vraiment je crois et qui sont tout à fait applicables aussi bien dans dans ce qu'était mon univers jusqu'à présent que dans l'univers de l'entreprise.
Déjà, alors on parle aussi beaucoup de résilience quand on parle de crise. Là aussi, c'est devenu presque, il y a une vulgarisation du terme. Ce qui est sûr, c'est qu'un organisme qui est capable d'affronter facilement des situations complexes, je dis souvent, c'est en fait être capable de faire de la bascule entre le cadre et le hors-cadre, sans tout réinventer, sans changer ses process, sans changer ses équipes, mais juste en ayant l'agilité indispensable pour en permanence comprendre que la situation a changé, le contexte a changé, on est dans le hors-cadre, et donc il faut mettre en place un fonctionnement un petit peu différent pour rapidement ensuite fédérer les équipes, remettre un cadre et repartir sur une stratégie beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille et qui permet là à nouveau d'être performant. Pour ça, pour être un organisme résilient, on dit souvent qu'il faut 3 choses. Il faut une identité. Alors ça, c'est sûr qu'au RAID ou dans certains univers, pompiers, militaires, bon, l'identité est quelque chose de fort et ça a son importance. Et ça a d'autant plus son importance quand, entre guillemets, la période, on est en pleine tempête. Il faut une stratégie, un cap. Ça, les entreprises, ou en tout cas les dirigeants connaissent ça très bien. Et puis après, il faut travailler sur la structure. Là aussi, il faut la préparer, à la fois pour être performant dans le cadre, mais pour être agile dans le hors-cadre. Et il faut travailler sur les 2 axes qui sont le cadre formel, c'est quels outils structurels, organisationnels dont on dispose pour être solide. Et puis le cadre informel, et là c'est plus ce qu'on appelle les facteurs organisationnels et humains, c'est ce qui va lier les équipes et ce qui va nous permettre de traverser collectivement des périodes compliquées. J'ai beaucoup travaillé sur le pilotage de crise avec des cellules de crise, en particulier pour les hôpitaux et puis évidemment dans le cadre du RAID. Et on peut faire tous les schémas de cellules de crise, de postes de commandement qu'on veut. Ça, par expérience, je sais que finalement, les schémas, ils ont un intérêt, mais c'est l'humain qui va avoir la réponse. Vous mettez la meilleure structure de pilotage de crise avec les mauvaises personnes, ça ne marchera jamais. Inversement, une structure qui n'est pas validée, voire qui n'existe à peine, mais qui est créée un peu dans l'urgence, avec les bonnes personnes ressources, eh ben ça fonctionne. Mais l'idée, c'est de préparer les 2, d'accord ? Et pour cela, moi j'aime beaucoup, et c'est ce que j'ai essayé de faire à la fois dans ma pratique médicale, mais aussi dans ma pratique au RAID, avec les équipes dont j'avais la responsabilité. C'est très exigeant, mais la rentabilité, en tout cas pour faire face à des situations complexes, elle est totale. C'est de se dire on va beaucoup miser sur la préparation, donc c'est un temps de préparation avant la crise qui est important, où on a un vrai niveau d'exigence. Néanmoins, parce qu'on parle de crise ou de hors cadre, on va s'en prendre plein la figure et donc il va falloir s'adapter. Vous avez beau avoir des process, ce qu'on avait fait par exemple pour le Bataclan, on avait préparé des process, ça faisait 3 ans qu'on travaillait sur des scénarios de tuerie de masse pour évacuer les blessés sous la menace, faire du sauvetage sous la menace. On l'a fait, mais quand vous rentrez, vous prenez entre guillemets une claque et vous devez vous adapter à la crise. C'est pas vos plans qui viennent se plugger sur la crise et la crise elle a qu'à bien se tenir. Ça ne marche pas. C'est la crise, elle vous impacte, elle impacte votre structure, elle impacte vos techniques, vos process, elle impacte l'humain. Mais une équipe préparée, elle va répondre, d'accord, en ayant cette phase d'acceptation. Et puis après, c'est le 3e volet, c'est l'amélioration qui est indispensable parce que évidemment, surtout sur des crises de très haute intensité, et là, toutes les entreprises l'ont vécu avec le Covid. Alors, je ne sais pas si je le mets au passé ou encore au présent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra, c'est tous, au niveau d'une entreprise et puis au niveau évidemment de la société, c'est tous en tirer des axes d'amélioration parce que on a tous appris évidemment de la crise Covid. Donc voilà, moi ce que je sais, ce que j'ai vécu à la fois en tant que médecin et en tant que médecin au RAID, c'est à me confronter régulièrement à des situations complexes où la solution elle n'était pas individuelle, même si j'étais le responsable, même si j'étais le médecin dans des équipes
au SAMU ou à l'hôpital, c'était la solution quand, encore une fois, quand on est face à une crise, la réponse, elle est collective. Et je vais essayer à travers 5 piliers qui, pour moi, sont tout à fait superposables entre l'entreprise et mon univers très, très technique et particulier, de vous montrer qu'il est vraiment, pour moi, essentiel d'axer une préparation sur ces 5 thèmes-là. Donc on va aller assez vite. Le premier, pour moi, le premier axe indispensable, c'est de savoir accepter et savoir prendre le temps d'analyser le hors-cadre. Et donc j'aime bien cette photo parce qu'elle illustre bien un petit peu la situation. On pourrait imaginer une énorme tempête au large et le dirigeant prend le temps justement de ne pas rentrer trop vite dans ce qu'on appelle l'effet tunnel et de ne pas foncer dans la crise, mais au contraire de se dire bon, de toute façon elle est là, de toute façon elle va être difficile, brutale. Ben moi je prends un peu de recul, je prends du temps. C'est ce qu'on appelle la théorie de la page blanche. Alors quand Patrick Lagadec dit ça à des préfets, parfois ils voient rouge. Il faut bien comprendre que la page blanche, c'est pas faire un trait sur tout le travail qui a été fait en amont. Les pompiers, ils passent leur temps à se préparer à des feux. Nous, au RAID, on passe notre temps à s'entraîner sur des forcenés, des prises d'otages. La page blanche, c'est quand j'arrive sur une situation qui est, comme on dit, brutale, qui est une vraie situation de crise qui va nous mettre en difficulté dans un premier temps. Cette page blanche, c'est le temps obligatoire pour se poser des bonnes questions, pour accepter aussi ses émotions, pour accepter tout un tas de choses, pour comprendre les émotions de notre équipe, pour souffler, pour respirer et pour ensuite mettre en place plus facilement les outils dont on dispose. Si on ne fait pas ce premier passage par une espèce de page blanche sur laquelle on va prendre du temps, eh ben, on risque de ne pas observer ce qui est réellement la crise et d'aller de partir dans une direction et de mettre très longtemps ensuite à redresser le cap. Voilà, donc ça pour moi c'est la première partie des 5 thèmes que je veux développer. Le deuxième thème pour un dirigeant, c'est de savoir que il faut le dirigeant. Encore une fois, moi je connais pas assez le monde de l'entreprise, mais un dirigeant, il a un rôle très stratégique et en particulier quand ça va commencer, quand on est dans le hors cadre. Je pense que à ce moment-là, il doit savoir s'appuyer sur des leaders qui sont des personnes ressources, qui connaissent souvent bien les équipes, qui sont d'un niveau middle management, donc qui ont à la fois éventuellement un accès au top manager, mais en même temps ils ont un accès à la base, parce que c'est de la base que tout va venir, et si c'est solide en bas, ça sera solide en haut. Et donc le dirigeant, il doit savoir s'appuyer, et ça se prépare aussi, c'est pas quelque chose qui s'invente quand on est déjà les deux pieds comme le coq français, c'est quelque chose qui s'anticipe, et je pense qu'il faut qu'on arrive à profiler, enfin dans les entreprises, à profiler des leaders dont on connaît déjà à l'avance les qualités, ou en tout cas on sait quels sont les défauts qu'ils ne doivent pas avoir. Tout ça, ça se développe, ça se travaille. Il y a une part, il faut là aussi être honnête, il y a une part d'acquis, mais il y a une grosse part d'inné. Il y a des gens qui sont faits pour être des leaders, et puis il y a des gens, c'est pas du tout leur job. Il y a plein d'autres choses qu'ils peuvent faire, mais les personnes ressources qui sont capables d'avoir du leadership dans des situations particulièrement complexes, c'est pas permis à tout le monde, et ça doit se travailler, et le dirigeant doit avoir une cartographie en amont de ses leaders potentiels. Je dis souvent que le bon leader, donc c'est la règle des 3 H, c'est humilité, humanisme et humour, mais il doit aussi être un bon follower. Et nous, quand on sélectionne alors les médecins par exemple, mais pour les opérateurs c'est encore plus vrai, on veut des leaders qui soient pas le mâle alpha, qui soient un système 1, si on reprend les deux systèmes de la pensée,
c'est-à-dire quelqu'un d'un peu rapide dans sa décision, c'est très bien, mais il faut qu'il ait l'humilité néanmoins, ou qu'il soit capable d'avoir un peu de système 2 qui va venir. En gros, il faut imaginer un petit frein pour pas aller avoir un peu de prudence, pour pas aller trop vite dans le mur, et être capable d'être un follower. Et ça, je l'ai vécu plein de fois. Le bon leader doit être un bon follower. Par contre, si il faut qu'il endosse ce rôle de leader, là, par contre, il faut y aller. Mais j'ai pas le temps malheureusement, j'ai pas le temps de trop m'étendre sur chaque volet. Le troisième thème qui paraît moi essentiel dans la préparation des dirigeants, c'est la qualité de la prise de décision sous stress ou dans l'incertitude. Tout ça, ça veut dire un peu la même chose. Pour ça, là encore, c'est quelque chose qui se prépare. Je crois beaucoup au circuit court de la prise de décision. Et on a beau, alors évidemment, il y a maintenant beaucoup de gens qui travaillent sur les biais cognitifs quel impact ont ces biais sur la prise de décision. Je vais aller vite, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'incertitude, en tout cas dans les situations vraiment compliquées, c'est l'humain qui a la clé. L'humain est imparfait. L'humain est soumis à tout un tas de biais. Il y en a plus de 250, donc le temps de les analyser tous. Finalement vous ne prendrez jamais de décision. Au contraire, il faut avoir de la confiance, c'est d'ailleurs un biais, hein. Mais il faut trouver un équilibre, c'est un peu la prudence entre j'ai bien compris que j'avais un risque de prendre une mauvaise décision, voire de ne pas prendre de décision, mais moi là mon rôle c'est d'y aller malgré les biais et malgré le risque d'erreur. Donc tout ça aussi c'est quelque chose qui c'est un travail qui se met en place avant, parce qu'il y a aussi toute l'acceptation, on en parlera à la fin, mais toute l'acceptation de l'erreur. Parce que le pire, on le voit dans l'aviation, on le voit en médecine, on le voit dans tout un tas de domaines. Le pire, encore une fois, quand ça commence à être compliqué, c'est l'état de sidération collectif et l'absence de prise de décision. Donc tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Il y a des outils, là on parle de raisonnement tactique par exemple. Ça c'était un tableau que j'avais fait pour l'assistance publique, pour aider la cellule de crise à avoir un raisonnement tactique. Un raisonnement tactique, c'est comment d'une observation avec différents objectifs, différentes décisions, on va les prioriser et on va faire en sorte qu'on ait une méthodologie de la prise de décision sous stress. Ni plus ni moins. Et ce qu'il faut, c'est mettre en place des circuits courts et s'entraîner à ça, c'est-à-dire avec des vraies évaluations. Mais les personnes qui veulent être des leaders dans l'incertitude, ils doivent travailler cette qualité de prise de décision. Il faut qu'elle soit... Ça ne sert à rien de prendre la meilleure décision du monde si elle n'est pas partagée, en tout cas si elle n'est pas comprise par vos équipes. Vous prenez en montagne, si vous prenez une décision mais qu'elle n'est absolument pas suivie, ça se finit souvent très très mal. Donc la décision se prend souvent seule et d'ailleurs elle isole, mais il faut arriver par la communication, par la légitimité que vous avez en tant que leader, arriver à inspirer confiance à votre collectif pour pouvoir ensuite faire en sorte que cette décision aboutisse à l'exécution. Après, il faudra très vite mettre en place un feedback rapide pour pouvoir corriger. C'est là où l'humilité du leader est capitale, parce qu'une décision, il fallait la prendre. C'est pas pour ça qu'elle était forcément la meilleure. Et il faut vite avoir des moyens d'évaluer les effets de la décision qu'on a prise pour pouvoir corriger. Donc c'est aussi là où l'idée de leader qui peut devenir un follower, je l'ai vécu plein de fois et c'est très important. Enfin, pour aller vers le terme de cette masterclass, une fois que vous avez, on l'a dit, une fois que vous avez pris votre décision, il faut surtout qu'elle soit suivie collectivement. Donc c'est à la fois la légitimité du leader qui va faire en sorte que votre collectif va suivre ou ne va pas suivre. Moi je crois, ça c'est vrai, j'ai fait ce matin une conférence à la Société de réanimation où le thème c'était la décision collégiale. Le problème c'est que un chef d'entreprise il va vous dire oui, moi quand je suis face à un vrai problème, la décision finalement je vais écouter, mais la décision je vais la prendre seule. Donc ça je crois beaucoup plus à cette décision qui est portée par le dirigeant ou par le leader pour revenir sur notre présentation.
mais il apprend seul avec le collectif derrière. Le collectif va lui donner la confiance, parce qu'on parle de décisions qui sont difficiles. Donc s'il ne peut pas se puiser sur la confiance collective, la confiance, elle va dans les deux sens. Le leader, par son charisme, par sa légitimité, par la façon aussi de transmettre sa décision, il va inspirer confiance à ses équipes. Et à l'inverse, il va puiser la confiance dans tout ce travail préparatoire que l'équipe aura validé tous ensemble et qui fera remonter de la confiance auprès du dirigeant ou du leader. Pour ça, évidemment, il faut avoir une préparation qui soit exigeante. Parfois, moi, j'étais un petit peu dur sur la préparation, enfin, juste et dur, mais c'est vrai qu'on doit avoir un niveau d'exigence dans la préparation qui nous protège ensuite du risque de destruction brutale lors des confrontations à des véritables crises. Et puis, il faut valoriser ses équipes et ça se valorise dès la préparation, pas attendre l'après, parce que d'ailleurs, en général, par expérience, on oublie. Mais vous aurez besoin de tout le monde le jour où vous serez dans la difficulté. Et donc, pour avoir besoin de tout le monde, il faut avoir un management qui soit assez valorisant. On l'a dit, le leader ou des leaders, ce ne sera pas forcément votre subordonné direct ou votre adjoint. Ce sera peut-être quelqu'un plus en bas de l'échelle hiérarchique, même si je déteste ce terme, mais qui ce jour-là va se révéler et va apporter, c'est lui qui va maintenir la structure au flot de la tempête et qui va permettre justement ensuite à vous dirigeants de mettre en place la stratégie qui va permettre d'aller au-delà de cette période de crise. Et enfin, dernier point, je vous ai dit, c'était pour moi très important, c'était la culture de l'amélioration post-crise qui va permettre de donner du sens ou de redonner du sens, parce qu'on le voit très bien sur les hôpitaux, et encore une fois j'en parlais ce matin, c'est-à-dire que les infirmières, les jeunes internes, ils ont eu au début de la crise, ils avaient beaucoup de sens à leur mission et donc ça a tenu, et puis maintenant ils trouvent plus de sens, et donc il y a un très gros problème RH sans trahir de secret. Et donc cette culture de l'amélioration permanente, on parle d'organisme apprenant, là aussi ça se prépare, ça ne s'invente pas en post-crise, ça se prépare en amont. En général, je fais un petit plan de table, mais là encore une fois, on n'a pas le temps de s'étendre sur la méthodologie propre du retour d'expérience. Ce qui est sûr, c'est que j'ai appris ça au RAID, c'est qu'on faisait systématiquement après des missions, mais aussi surtout après des exercices, on prenait systématiquement le temps du retour d'expérience, qui était parfois très musclé parce qu'il doit être absolument transparent. Mais cette transparence qui peut parfois être dure parce que, encore une fois, on l'a dit, il y a eu des erreurs, très bien, on a l'honnêteté de les reconnaître. Il y a la non-punition, donc on est protégé, enfin entre guillemets, on s'auto-protège de nos erreurs pour chercher surtout les axes d'amélioration. Donc c'est ce que en hamburger, en gros, on met du positif et au milieu du négatif. Donc on fait les points positifs, les points négatifs et ensuite les axes d'amélioration. Et ce qui doit rester, c'est les axes d'amélioration qui doivent être des axes atteignables et on essaie de suivre ensuite dans le temps l'évolution des process. Est-ce que à la fois sur le plan humain, technique et organisationnel, on a tenu compte des rétextes. Sinon, là aussi, on est en perte de sens. Et j'ai quasiment fini et après je serais ravi de répondre à vos questions. Si je devais retenir 6 messages de ce que j'ai essayé dans un délai quand même assez court de partager avec vous, c'est que voilà, évidemment les univers sont différents, mais je ne crois pas parce qu'on gère des crises médiatiques ultra intenses où malheureusement, la vie est en jeu. Je crois que toutes les entreprises sont aussi soumises à des vraies contraintes avec des vrais objectifs qui sont parfois aussi vitaux. Et que les principes que je viens de vous évoquer, j'y crois, dur comme fer, et que ça se prépare. Je vous ai dit, c'est toujours commencer par la page blanche. Ensuite, c'est pour un dirigeant s'appuyer sur des leaders. Travailler, on parle de facteurs humains, mais travailler sur cette prise de décision sous stress. Toujours préférer la simplification dans les process. En tout cas, plus c'est compliqué, moi, plus je simplifie.
Là aussi, la culture, elle doit être en amont. Enfin, fédérer son collectif sur la confiance et puis donner du sens en capitalisant sur les axes d'amélioration. Et je vous remercie. Maintenant, je reste à votre disposition pour 20 minutes de questions, c'est ça ? Donc il y a un petit décalage de... Là, pour l'instant, tu es encore en train de parler sur la vidéo. Mais donc, est-ce que tu as déjà des questions ? Ouais. Du coup, en attendant que les questions arrivent, moi j'en ai préparé quelques-unes en t'écoutant. Vas-y. J'ai vu que tu notais, j'étais inquiet. Je te notais, en fait, j'étais en train de noter l'intervention. En fait, quand j'écoutais tout ça, et déjà c'est plutôt du bon sens, et ce qui est bien, c'est que ça rejoint un petit peu ce que nous on avait vu dans notre étude, donc c'est bien, déjà tu nous contredis pas, merci. Mais par rapport justement au fait de mettre en place le dispositif dont tu parlais au tout début, il y avait plusieurs étapes que toi tu avais présentées à l'hôpital. Ouais, à l'hôpital. Le raisonnement tactique. Oui, c'est ça. Je voulais juste savoir de manière un peu plus concrète, si un dirigeant qui nous écoute veut la mettre en place, cette méthode, est-ce que tu as un plan à indiquer ou est-ce que il y a une méthode qui peut dérouler ? Alors moi, il y a des méthodos qui existent, les militaires, les pompiers, au RAID, on a l'habitude, on a mis en place des méthodos, mais je suis sûr que l'entreprise est tout à fait capable de se créer sa propre méthode, ce qui sera d'autant plus efficace. Pour tenir compte de son fonctionnement voilà. interne. Alors moi, évidemment, ce que je souhaite, c'est évidemment être disponible pour aider des dirigeants qui voudraient avoir une vraie méthode sur le pilotage d'équipe dans l'incertitude, mais en s'appropriant des outils dont on a parlé ou en inventant d'autres et qui sont leurs propres outils. Moi, les méthodes clés en main, moi, j'en ai jamais appliqué dans les structures dont j'ai eu la charge. Je crois beaucoup à l'intelligence humaine et un dirigeant est tout à fait capable, parce qu'il en a aussi vécu, il connaît mieux que personne son entreprise, il connaît mieux que personne ses équipes. Donc évidemment qu'il peut s'inspirer et des personnes comme moi, on peut l'aider. Et puis on a surtout un éclairage extérieur, ce qui peut aussi largement l'aider dans la vision et dans l'approche méthodologique de la crise, mais en l'aidant à créer sa propre boîte à outils. Je ne crois pas aux solutions imposées. Tiens, venez, il faut faire exactement comme nous, au RAID ou chez les pompiers. Ça ne marchera, à mon sens, ça ne marchera pas. Pardon. Donc, la question suivante ne s'appliquera pas non plus. Aïe. Non, mais c'est pas grave. Et pose-la quand même. Non, mais c'était justement par rapport à ta grille d'évaluation où le travail est indiqué qu'il fallait effectuer. Justement, est-ce que tu pouvais nous expliquer, par exemple, comment toi, tu avais déployé ce genre de méthode au sein de tes équipes quand tu étais, par exemple, dans le RAID ? Est-ce que tu as une expérience à... Je l'ai dit, c'est-à-dire que moi, ma méthode de travail, c'était que je m'appliquais à moi et que j'appliquais aux médecins dont j'avais la responsabilité pour parler du RAID. C'était une grosse exigence sur la préparation. Et là, dans la préparation, on peut mettre la sélection. Donc nous, on parle de sélection plus que de recrutement. Et donc ça, c'est une notion qui est fondamentale parce que le problème, on peut pas se tromper. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas avoir un mauvais élément dans mes équipes. On est trop peu, j'ai pas assez de ressources. Et il faut que tout le monde puisse remplir la mission le jour J. Je vais pas choisir. Donc, et les opérateurs, c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'on parle de sélections qui sont dures, parce qu'on fait tout pour éviter d'avoir un élément qui ne corresponde pas. Il peut être un très bon médecin, mais il ne correspond pas aux critères objectifs dont j'ai besoin. En particulier, cette faculté à prendre de la décision sous stress. Donc moi, toutes les sélections des médecins est basée sur non pas ces qualités. Alors bien sûr qu'on a d'autres filtres, je ne vous dis pas tout, mais c'est la qualité principale qu'on va reconnaître, que je vais essayer de déterminer chez les candidats, c'est la faculté à prendre de la décision et surtout à la transmettre aux équipes de façon naturelle. Pas violente, pas parce que on n'a pas de grade, donc il ne peut pas s'appuyer là-dessus pour communiquer sa décision. Donc il faut qu'il soit légitime, il faut qu'il soit un leader, dans le sens où je l'entends, parce que l'équipe, elle doit suivre, d'accord ? Elle doit avoir confiance en lui et vice-versa. Et en étant dans son rôle, hein, donc la qualité principale, c'est cette faculté, cette capacité à prendre de la décision et à la communiquer à l'équipe
en période extrêmement difficile. Et donc, dans la préparation, on accentue beaucoup sur la sélection. Et puis après, il y a tout un travail. Je vous ai dit, il y a une part d'inné, mais il y a beaucoup d'acquis. Et donc, c'est beaucoup de travail. C'est aussi se confronter à la réalité. Parce que quelqu'un qui n'a fait que du simulateur et qui n'a jamais été confronté personnellement à des situations de crise, c'est à part, ça peut arriver, hein. Mais souvent, il faut quand même des gens qui ont été régulièrement confrontés à des incidents ou à des situations complexes qu'ils ont gérées plus ou moins bien, dont ils ont fait ensuite tirer les enseignements. Voilà. Et donc cette démarche de se préparer, s'adapter, s'améliorer, en fait c'est un cycle permanent d'apprentissage et il faut l'humilité nécessaire pour se dire bon ben ok, j'ai peut-être beaucoup d'expérience, mais j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Par contre, à force, j'ai retravaillé sur les facteurs humains, j'ai retravaillé sur les process, sur la technique. Du Bataclan, on en a tiré évidemment beaucoup d'enseignements. Très bien. Et justement, par rapport à ça, en termes d'entraînement, comment est-ce qu'un dirigeant peut s'entraîner avec ses équipes pour faire face à une crise? Est-ce qu'il doit se lancer dans des exercices de simulation? Eh ben, alors le problème, je ne vais pas se dire à l'entreprise, il faut être confronté à des crises graves, parce que, encore une fois, je suis bien conscient, pour avoir des amis dans l'entreprise, on a besoin de stabilité, de performance, ça c'est une évidence. Néanmoins, comment on se prépare à cette incertitude? Oui, tu l'as dit, ça peut être sous forme d'exercice, ça c'est aussi quelque chose que j'essaye de développer. La seule problématique que j'y vois, c'est qu'il faut, dans ce cas-là, avoir l'honnêteté de faire des exercices qui vous mettent vraiment en situation de difficulté. Et j'ai trop vu des exercices gestion de crise où en fait tout le monde connaissait déjà la solution. Bah ça, vaut mieux rester chez soi, prendre un bon café. Très bien. Je regarde. J'ai une question qui est arrivée. Comment partagez-vous les retours d'expérience aux nouveaux arrivants? Eh ben on fait. Alors moi je suis parti là, donc maintenant c'est plus à moi de faire ça. On a, en tout cas sur le plan médical, on avait créé une base de données où on avait un modèle de retour d'expérience, une méthodologie, et ce qui fait qu'ils sont accessibles en ligne. Et puis après c'est beaucoup du partage humain. C'est de l'accompagnement humain. Les jeunes médecins, quand je les recrutais, je considérais que les 2 premières années, voilà, je les envoyais sur des crises entre guillemets peu intenses. Sur une crise intense, voilà, il y a une espèce de tutorat qui se met en place naturellement. C'est très vrai pour les opérateurs, c'est vrai pour les médecins. Et évidemment, on se sert de tous les outils dont on peut dire. Donc cette base de données, elle est accessible. Et je les obligeais, on a fait aussi des publications, mais je les obligeais régulièrement à aller regarder les rétextes qu'on avait publiés pour élargir leur culture, leur référentiel de crise, encore une fois, se créer leurs propres outils à eux, parce que moi je les gère d'une manière, mais mes collègues les géraient aussi d'une autre manière. Je crois encore une fois pas à la méthode unique. Et ce qui est intéressant, c'est justement de partager et d'être tous capables d'interopérabilité. Voilà. D'accord. Donc c'est une sorte de base de capitalisation commune où chacun peut aller puiser et regarder un petit peu une bibliothèque de souvenirs, on va dire, d'expériences. Mais ils font pareil, par exemple, dans l'aviation civile, pour dès qu'il y a des incidents ou pire des accidents. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas demander à un jeune pilote d'avion d'aller se crasher 3 fois pour avoir l'expérience nécessaire pour ensuite être un bon pilote. Donc c'est là où la simulation peut être intéressante, mais le problème, là encore une fois, il faut qu'il y ait réellement de l'incertitude. Donc nous, les jeunes, alors on ne prend pas des jeunes médecins, mais un jeune médecin au RAID, on lui fait faire énormément d'exercices. Il est souvent assez fatigué parce que on lui demande entre guillemets d'être confronté à tout un tas de scénarios où il va devoir gérer plus ou moins bien. C'est pas le problème. Il va déjà entre guillemets en bouffer beaucoup. Voilà. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas encore d'autres et je suis en pause. J'ai l'impression que l'écran est en pause, mais je pense que ça pose pas de problème. Non, d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'en avais noté une dernière. J'ai noté ton slide pour s'améliorer. Donc, tu disais que du coup, justement, tu n'avais pas le temps de développer par rapport au temps imparti. C'était le tour de table que tu fais d'habitude sur lequel... Je suis là. Ouais.
Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu plus? Alors, Il y a 4 typologies d'acteurs, on va dire. ouais. En fait, c'est un plan de table, et ça aussi, ça se valide en amont, parce que quand vous faites un rétex à chaud, post-crise, tout le monde veut participer, et c'est très vite soit des règlements de compte, soit le café du commerce, ce qu'il ne faut absolument pas. Donc c'est pour ça, quand je dis qu'il faut qu'il y ait une méthodologie en amont qui soit validée par l'entreprise, c'est qu'on sait déjà que voilà, il y aura des règles et il y aura un plan de table. Et le plan de table, il y a un organisateur qui peut être le dirigeant, mais pas forcément. Ça dépend si le dirigeant est directement ou pas impliqué. Et donc neutre expérimenté, ça veut dire qu'il n'intervient pas pendant les... C'est Monsieur Loyal. Lui, il est garant du respect méthodologique du rétex. Ensuite, parce que ça je l'ai vécu aussi trop de fois, ceux qui vont parler, c'est les acteurs directs, c'est ceux qui ont géré la situation. Parce qu'il y a souvent, j'ai vu, dans des entreprises, mais aussi dans les organismes dans lesquels je suis passé, ceux qui vont parler, c'est ceux-là, c'est les observateurs, qui ont forcément un truc à dire, ils n'y étaient pas, mais ils ont une idée, il fallait faire comme si, et puis souvent ils sont assez agressifs vis-à-vis des acteurs directs, donc ça crée un climat de défiance, et en fait ça vous paralyse tout le rétex, d'accord? Parce que finalement eux, ils vont pas parler, encore moins des erreurs qu'ils ont commises, donc si on veut s'améliorer, ça ne marchera pas, d'accord? Donc ceux qui vont parler, c'est les acteurs directs, et on introduit en même temps la notion de non-punition, en tout cas, de responsabilité, de droit à l'erreur ou de responsabilité partagée. D'accord? Donc, c'est ce que font par exemple les marins dans les sous-marins quand ils plongent. Il y a la notion de non-punition. Pour libérer la parole, parce qu'on sait que tous les drames, vous lisez Christian Morel, les décisions absurdes, l'immense majorité des drames, alors on parle dans tout un tas de systèmes à haute fiabilité, tous les accidents, l'aviation, le bloc opératoire, le nucléaire, tous les accidents sont liés à un enchaînement d'erreurs humaines, pour deux grosses raisons, mais un enchaînement d'erreurs humaines, et que souvent de dire une erreur dès le début permet de corriger et permet d'éviter le drame. Donc, pour ça qu'il y a la non-punition. Mais la non-punition, elle doit être surtout aussi dans la phase ensuite de retour d'expérience pour en tirer vraiment des améliorations. D'accord ? Après, parce qu'il faut que ce soit constructif, une hiérarchie directe mais bienveillante va permettre une autre analyse, un autre regard, et qui permettra peut-être d'aller plus loin dans les améliorations. Et par contre, parce que il n'y a pas de secret, ça doit être transparent, mais ceux qui veulent juste venir pour participer, entre guillemets, l'organisateur leur interdit de parler. Ce qui fait que déjà, ça dure moins longtemps et c'est moins le cirque qu'on peut voir parfois. Donc en fait, là, quelque part, eux, c'est juste qu'ils veulent participer, mais ils ne sont pas utiles forcément. Mais c'est normal. Après, quand il y a eu un drame dans une société ou quand il y a eu une situation extrêmement difficile, tout le monde a un avis, tout le monde en parle à la machine à café. Bon, voilà. Au moment du rétex, c'est pas le café du commerce. Le but, c'est de construire et d'améliorer les process, d'améliorer l'organisation, de changer peut-être des choses, d'améliorer sur le plan humain, quitte à après à prendre des sanctions. Évidemment que ça peut faire partie des outils. Mais il faut que ce soit cette période de rétex, et il n'y a pas un rétex, il peut y en avoir plusieurs, hein, mais il faut que ce soit organisé. Si c'est le bordel, excuse-moi l'expression, mais non seulement ça va créer des tensions qui vont mettre longtemps à se dissiper, et surtout, il n'en sortira ni la vérité, et encore moins des améliorations. D'accord, très bien. Enfin, en tout cas, j'en suis par expérience convaincu. Pour rebondir là-dessus, donc faut-il faire le retour d'expérience à chaud ou à froid? Alors, on l'a dit. Alors moi, nous, on fonctionnait. D'abord, il y a une période qui n'est pas forcément je vais dire comment je fonctionnais sur le plan médical. On prenait toujours un temps convivial pour évacuer. Le but, surtout après, alors je parle même pas du Bataclan ou de tout un tas de crises qu'on a vécues. À chaud, non, on respire, on ventile, on prend un moment convivial. Donc c'est du diffusing, mais on ne parle pas encore de rétex.
Ensuite, ce que je demandais, c'est que pour ne pas perdre les faits qu'on a mémorisés, chaque personne en vert mettait sur le calque méthodologie, le calque qu'on avait prévu, écrivait de manière très factuelle son vécu. Et déjà commencer à construire les remarques. Et il mettait pour rien oublier, parce que déjà la vérité parfois c'est complexe, mais si vous ne couchez pas sur le papier dans les 24-48 premières heures, après parfois on oublie. Donc on couche tout sur le papier, on ne le confronte pas encore. Hein. Et puis on commence à construire les 3 moments clés qui sont les points positifs, les points négatifs et les axes d'amélioration. Et après on peut faire un premier débrief rétex à chaud, où là, chacun vient avec son support et on essaye de confronter. D'accord ? Et on essaye de voir où est-ce qu'il y a des similitudes, où est-ce qu'il y a des discordances. Et puis là, éventuellement, le plus expérimenté peut arbitrer. Et puis, après, à distance, on peut ouvrir encore plus le cercle. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionnait. On construit le rétex final qu'on va pouvoir ensuite diffuser, qu'on va garder dans la base de données, qu'on va transmettre à nos partenaires, pompiers ou autres, à nos autorités. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Donc en fait, on faisait, en général, on dit souvent qu'il y a une période de digestion, un premier rétex à chaud, puis un deuxième rétex à froid. D'accord. Et si on veut justement s'adapter au monde de l'entreprise, donc il y a ces fameux niveaux hiérarchiques dont tu n'aimes pas parler, et tu disais justement de compter sur le collectif, et j'ai vu aussi que tu parlais d'équipes autonomes, en fait, pour prendre des cellules autonomes. Donc quelque part, est-ce que si on se met au niveau de l'entreprise, il faut faire un retour d'expérience par niveau hiérarchique, donc chacune des équipes, comment elles ont fonctionné, jusqu'au niveau du COMEX? Est-ce qu'on fait un retour d'expérience plus transverse, c'est-à-dire que tu disais tout à l'heure que par exemple la bonne décision va peut-être pas émaner du premier cercle, on va dire, du dirigeant. Donc comment est-ce que le dirigeant il va chercher l'information, la bonne information à un niveau un peu plus bas? Le problème, c'est comme une cellule de crise. À partir d'un certain nombre de personnes, c'est contre-productif. Une cellule de crise, logiquement, c'est 7 personnes. Donc un bon rétex, c'est pareil, c'est 6-7 personnes. Donc si la crise a impliqué beaucoup de monde, vaut mieux travailler alors déjà sur le plan opérationnel, je crois beaucoup à l'autonomie de ces cellules, mais sur le plan des rétex aussi. Nous, on faisait systématiquement des rétex entre médecins au début, quitte ensuite à aller puiser nos partenaires privilégiés qui étaient les pompiers, et puis ensuite à aller se rapprocher des opérateurs, du commandant des opérations. Donc on faisait un gros rétex médical, et ensuite on allait, alors il ne faut pas non plus y passer trop de temps. Un dirigeant, il ne va pas passer tout son temps à construire des rétex. Un bon rétex, s'il y a une méthodologie bien faite, ça ne doit pas durer. Et si les gens en plus ont travaillé un peu en amont et ont une vraie discipline, ça va très vite. D'accord. Puis plus on en fait, j'imagine, moins il y a de choses à... Alors parfois, je ne vais pas vous mentir, parfois c'est un peu tendu. Mais il faut l'accepter. Mais c'est tendu, mais constructif. Et donc, on en tire toujours des améliorations, et l'organisation est le grand gagnant, et le dirigeant est le grand gagnant de l'opération. D'accord. Mais il ne faut pas avoir peur de se confronter à la vérité, même si elle n'est pas belle, même si on a fait... De toute façon, si on parle de crise, faut aussi, là aussi, c'est quelque chose c'est ce que j'appelle la page blanche, c'est de se dire on va s'en prendre plein la figure. Donc qui dit prendre plein la figure dit faire des erreurs, et dire de toute façon il y aura une phase de retour d'expérience qui ne sera pas forcément toujours simple et toujours très favorable, y compris pour le dirigeant. Oui, ça va pas être des compliments. Non, mais sinon ça ne sert à rien. Et justement, tu parles de la page blanche, moi ça m'a interpellée parce que c'est quelque chose dont on s'est rendu compte pendant notre étude, c'est le fait qu'effectivement on conseille de ne pas se lancer tout de suite dans l'action. Enfin, du coup, il y a des deux. C'est-à-dire qu'il y avait des dirigeants qui me disaient qu'ils avaient ressenti le besoin tout de suite d'agir, de faire quelque chose, et d'autres qui se sont dit je vais d'abord me recentrer, analyser la situation avant de me lancer dans l'action. Et donc justement, cette phase de page blanche par rapport à des dirigeants qui aiment bien avoir les choses en main, contrôler et agir tout de suite, elle doit durer combien de temps? C'est-à-dire que... La page blanche, elle peut être très courte. Nous, quand on rentre au Bataclan, c'est quelques secondes, au mieux 2 minutes. Voilà. Mais elle existe. Elle est là, elle est devant vous. C'est un temps d'acceptation, acceptation de la difficulté de la crise, des émotions, de vos émotions, de celles des gens qui vous entourent. C'est indispensable. Alors, je suis à la fois partagé, c'est-à-dire que
oui, je crois qu'il c'est indispensable d'avoir ce temps de recul. Encore une fois, sur des équipes très préparées, très entraînées, ça va être très court, mais néanmoins, il est là. C'est un temps d'observation. J'ai vu trop je donnerai pas de détails, mais j'ai vu trop de gens qui veulent foncer sans réfléchir. Donc évidemment qu'une fois qu'on aura accepté cette page blanche, il faudra agir. Et là, l'action, il faut y aller. Le leader ou le manager d'équipe, quand ça commence et le dirigeant qui est confronté à des situations brutales, dures, agressives, qui risquent de mettre en péril sa structure, il n'a pas le temps de guidonner, hein, comme on dit. Là, on prend le temps, mais une fois qu'on est sur le vélo, là on tient bon, on tient droit. Et là on lâche plus. On lâche plus à condition d'avoir cette humilité qui nous dit bon, attention, j'ai pris une décision, j'y vais, j'emmène mes équipes. Ça ne veut pas dire que ma décision est forcément la bonne, qu'il faut de permanence, hein, avec éventuellement un binôme, un système 2 qui vous dit attention, là, petit frein, parce que là, on s'écarte très nettement de l'objectif, où on n'a pas, entre guillemets, on ne s'est pas posé les bonnes questions. Qu'est-ce que je n'ai pas observé, les angles morts, enfin tout ça. Mais là, on n'a malheureusement pas le temps de... Combien de temps il nous reste à peu près? Plus. Ok. Bon, on va conclure en tout cas. Si on doit retenir une chose, peut-être remettre tes 6 derniers conseils pratiques de la fin de l'atelier. Aïe, c'est le 7e. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. On va mettre les slides, on va essayer de les mettre, la présentation donc dans le feed de la masterclass. On les enverra aux participants et puis on a le petit QR code si vous voulez aller un petit peu plus dans la méthodologie. Et merci beaucoup Mathieu. Merci à vous.